que c'est une décision importante à ce niveau-là. Et je peux comprendre, dans une certaine mesure, pourquoi il y a certaines inquiétudes auprès des enseignants. On paye un prix psychologique très important pour des élèves qui sont constamment à la maison. Si les canyons sont ouverts, je crois que les écoles doivent être ouvertes. Nous avons le plaisir de retrouver Yitzhak Greenwald. Yitzhak, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Alors, vous êtes inspecteur général de l'éducation nationale dans le sud du pays, et en particulier dans les écoles primaires, et on a bien besoin de votre éclairage pour mieux comprendre un peu la nature de la polémique entre le ministère de la Santé d'un côté, le ministère de l'Éducation de l'autre, et même l'association des enseignants du primaire qui est dirigée par Yafa Ben David. On a plus tellement à comprendre. Si si vous étiez parent d'enfants encore en bas âge et qui sont dans l'éducation primaire, pour qui auriez-vous choisi qui auriez-vous choisi de suivre, l'éducation nationale, le ministère de la Santé? Comment auriez-vous réagi? Je suis pas véritablement objectif, mais j'avoue que je suis assez satisfait que le confinement pour les enfants finalement s'arrête. Il n'y a plus de confinement pour les enfants. Les enfants sont plus à la maison et de manière générale maintenant iront à l'école quotidiennement sans interruption, à moins qu'il soit pris par le Covid. Mais je pense que c'est une décision importante à ce niveau-là. Et je peux comprendre dans une certaine mesure pourquoi il y a certaines inquiétudes auprès des enseignants, mais je crois que c'est une décision importante qui a été prise. Alors, vous pouvez comprendre l'inquiétude au sein des enseignants. Ça veut dire que les enseignants craignent, en dépit des 2 tests qui doivent être effectués par les enfants le dimanche et le mercredi, ils craignent d'être contaminés, tout simplement, parce qu'il peut y avoir effectivement des taux de contamination. Et du coup, vous pensez pas, par exemple, que c'était peut-être prématuré, que l'on aurait pu attendre une semaine, 2 semaines avant de mettre en application une telle mesure? Écoutez, la décision n'a pas été prise par moi, c'est une décision qui a été prise par le Premier ministre, quand même, je rappelle, par M. Bennett. Et je pense qu'avec un certain courage, qui fait une certaine preuve quand même de leadership. Je pense qu'il n'y a pas de bon moment pour prendre cette décision. Dans 2 semaines, dans 3 semaines, je ne sais pas quelle prochaine variante va nous surprendre. Et je vois qu'il était bon d'arrêter les élèves. J'ai certains élèves qui étaient pendant plusieurs classes, qui étaient pendant 1 semaine en confinement, qui reviennent tout joyeux, disons aujourd'hui le dimanche, et hop, au bout d'un quart d'heure, on leur annonce qu'il y a un nouvel élève qui est atteint positif par le Covid. Je rappelle quand même que 99% des élèves ne sont pas gravement atteints. Oui, et hop, ils repartaient pour 1 semaine de confinement. C'est-à-dire, ça devient très pénible. On paye un prix aussi, à mon avis, on paye un prix psychologique très important pour des élèves qui sont constamment à la maison. Dans le meilleur des cas, ils s'embêtent. Dans le pire des cas, ils vivent une situation très anxiogène à la maison. Donc, je pense que c'est une décision importante et moi, j'approuve. Alors il y a effectivement il y a les parents d'élèves qui reconnaissent d'une certaine manière que c'est indispensable de renvoyer les enfants à l'école, et parce que aussi ils doivent s'organiser en fonction. Dans cette polémique, c'est-à-dire comment peut-on justifier d'une certaine manière la position du ministère de l'Éducation nationale? Je veux dire, d'abord, c'est vrai qu'on sait très bien que le marché économique ne peut pas fonctionner si les écoles sont fermées. Donc ça, c'est d'une part, de manière un peu cynique, on peut dire que, vous savez, des écoles qui font office un peu de babysitter, ça c'est bien connu. Mais je pense qu'au niveau, si vous voulez, plus noble, une société a besoin de transmission, de connaissances, d'enseignement. Et ça fait quand même presque 2 ans maintenant qu'on est atteint par le Covid, par cette pandémie. Et je pense qu'il est très important, ça s'impose. Si les canyons sont ouverts, je crois que les écoles doivent être ouvertes autant de temps que possible. Et donc c'est important. Je pense que les parents sont contents, les élèves sont contents. Et souvenons-nous quand même que la plupart des enseignants sont vaccinés, 3 fois vaccinés. Comme moi aussi, je suis un inspecteur national, je suis vacciné, je visite les écoles. Et pour vous dire sincèrement, là maintenant, je suis atteint du Covid, mais c'est une petite grippe.
Et c'est pas grave, là, je m'en remets dans les prochains jours, je reprends mes fonctions. Donc, si c'est le prix à payer, moi, je suis prêt à payer le prix et je pense que la plupart des enseignants sont prêts aussi à payer le prix. Il faut absolument que le système scolaire continue à fonctionner. Est-ce que vous remarquez, vous, les dégâts causés depuis 2 ans par cette épidémie chez les jeunes en particulier dans le primaire? Est-ce que c'est palpable, ces dégâts? Oui, c'est certainement palpable. C'est-à-dire que d'un autre côté, on a les chiffres, notamment dans le secondaire, mais pas uniquement sur les menaces de suicide sont beaucoup plus importantes. Et on a des élèves aussi qui ont perdu simplement l'habitude d'étudier ou de travailler, qui se sont habitués à se lever tard le matin, à vivre à un rythme qui est pas du tout adapté en fait à la vie réelle. Et on a vu aussi au niveau de la transmission des connaissances, au niveau de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, des élèves qui sont très en retard. Donc on a, maintenant, c'est pas que Israël, c'est dans le monde entier. Mais donc on a un rôle très important à jouer maintenant, à assurer l'enseignement, l'apprentissage de la lecture, la transmission des connaissances à tous nos élèves. C'est l'avenir de la société. Il faut s'en souvenir. 2 ans, c'est pas un mois de grève ou c'est trop important et je pense que c'est une bonne décision qui a été prise. Est-ce que il y a l'immédiat, la nécessité de répondre toujours immédiatement à des situations données provoquées par le Covid, mais est-ce que au sein de l'enseignement national en Israël aujourd'hui, on prend un peu de recul et on arrive à essayer peut-être d'utiliser, si je peux dire entre guillemets, cette épidémie pour modifier certaines habitudes de l'enseignement qui peut-être sont caduques, sont archaïques, qu'il faudrait peut-être modifier. Bon, il y a le Zoom, mais il y a d'autres peut-être systèmes de transmission. Vous parliez de transmission. Est-ce que il y a comme ça une réflexion profonde au sein de l'enseignement national en Israël autour des changements que le Covid pourrait entraîner? Bénéfique. Oui, bénéfique. Je pense, c'est certain en tout cas qu'il y a énormément de progrès qui ont été faits au niveau technologique. Le fait qu'on soit maintenant capable, vous et moi maintenant, de communiquer aussi facilement que c'était inimaginable il y a 2 ans, finalement. Et c'est pareil pour les enseignements, pour les écoles. Il y a certains aujourd'hui, un élève qui est malade, on pourra communiquer avec lui par Zoom très facilement. C'est certain qu'il y a, en fait, si vous voulez, au niveau informatique, le Covid a permis, entre guillemets, de faire un véritable bond technologique qui n'était absolument inimaginable. Maintenant, encore une fois, le but reste le même. Il s'agit d'assurer à la fois, je dirais, l'équilibre psychique d'un élève et de transmettre les connaissances qui sont de le devoir de toute société qui se veut de voir ses enfants progresser et avancer. Mais on se sert aujourd'hui en fait de tout ce qu'on a acquis pendant ces 2 années de pandémie. Il y a, par exemple, la classe telle qu'on la connaît, la classe traditionnelle dans les écoles primaires, c'est quelque chose qui est appelé à rester, à demeurer tel qu'on la connaît avec les sièges, les bancs, les tables, le tableau, ou alors finalement il y a quelque chose de nouveau qui va sortir de cette épidémie, une nouvelle perception de la classe moderne, d'une classe moderne pour les jeunes? Je veux dire, aujourd'hui, je pense que on doit être capable de se servir de tout ce que la technologie nous donne. C'est-à-dire que si on se sert bien évidemment, moi je dis souvent à mes enseignants, envoyer un élève à la maison pour faire des devoirs, parfois il faut l'envoyer écouter un podcast intéressant qui a été enregistré sur ce thème, aller voir un film sur YouTube qui relate du sujet, et après assurer de faire des devoirs avec un autre élève par Zoom, se servir de tout ce que la technologie est capable de nous amener, comme nous, on se sert de toute la technologie aujourd'hui pour préparer un cours, pour préparer même parfois un cours de Torah, pour préparer... c'est certain. Maintenant, l'idée reste la même. L'idée, il s'agit de... Maintenant, il y a aussi, on essaie de plus en plus de donner l'indépendance, l'autonomie aux élèves qui soient capables eux-mêmes d'avancer avec le maximum je dirais de facultés pour pouvoir eux-mêmes comprendre et progresser.
Mais je pense pas qu'il y aura une véritable révolution. L'école reste l'école. Il y a toujours, vous savez, c'est une discussion qui existait déjà avant le Covid, de toutes les manières, entre les différents philosophes de l'éducation. Moi, je fais partie plutôt des conservateurs qui pensent que, avant tout, il faut mettre en avant la transmission de la connaissance. Je pense que c'est très important et se souvenir aussi que il y a l'école formelle et il y a aussi les mouvements de jeunesse, il y a aussi tout ce qui assure après l'après-midi, après l'école. Mais je pense qu'il y a certaines choses qui sont très importantes sur lesquelles on ne peut pas passer. Encore une fois, je dis, il faut se servir de la même manière que moi aujourd'hui. Je perds pas, je suis beaucoup sur les routes. Ça veut dire, je travaille dans le sud. Je perds pas une minute. Je suis extrêmement enrichi par tout ce que peut me donner tout ce qui est podcast, tout ce qui est renseignement par voie informelle. Ça, c'est très important aussi. Alors, un mot sur les enseignants, parce que on parle beaucoup de l'impact du Covid sur les élèves, beaucoup moins sur les enseignants. Vous sentez aussi que les enseignants sont, d'une certaine manière, épuisés, qu'ils en ont assez de devenir qu'ils sont devenus des infirmiers enseignants et que finalement, une partie de leur mission est en train elle s'est estompée au cours des 2 dernières années? Je peux dire que surtout les directeurs et les directrices d'école sont à bout, à mon avis. Travaillent énormément, beaucoup plus que d'habitude. La direction d'école, c'est un travail qui est extrêmement fatigant, c'est pas qu'on travaille de 8 heures du matin à 3 heures de l'après-midi, c'est souvent jusqu'à tard le soir. Mais là, si vous voulez, c'est constamment, chaque jour, refaire un programme de classe, puisqu'il y a ils travaillent avec des effectifs qui sont constamment modifiés. Et c'est tout le temps refaire. Pas le programme scolaire, mais changer les classes, les horaires, c'est extrêmement compliqué. Moi, j'ai des directeurs d'école qui sont vraiment arrivés à bout. Je parle pas des directeurs d'école ou des directeurs d'école qui sont eux-mêmes atteints par le Covid. Et qui, malgré tout, doivent diriger l'école. Je pense que là, véritablement, on risque de payer un prix. Et on aura plus de directeurs d'école qui risquent de demander de sortir en année sabbatique l'année prochaine et qui ont besoin de se reposer. Ça, c'est certain. Et de manière moins directe, les enseignants aussi payent le prix. Mais si vous voulez, un enseignant qui est atteint par le Covid ou bien qui doit être en confinement, finalement, c'est ce qu'il fait, mais il n'a pas la responsabilité qu'a un directeur d'école. Et ça, il y a un impact très fort, trop fort, à mon avis, sur les directeurs qui sont vraiment au fond, quoi. Ils sont vraiment, moi, je fais le maximum pour les aider, pour essayer. Même à un moment, j'ai dit à une directrice d'école, écoute, tu restes à la maison, moi, je vais venir à l'école, c'est moi, je vais diriger ton école pendant le temps qu'il faudra. Donc, on en arrive à une situation où vraiment, je pense qu'il y a un prix un prix assez fort qui est payé par les directeurs et par les directrices d'école. Eh bien, Yitra Greenwald, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions autour de cette polémique donc entre le ministère de l'Éducation et le ministère de la Santé, de nous avoir permis de mesurer, on va dire, l'impact de cette 5e vague sur les élèves et sur les enseignants. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée, à bientôt.